Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Ouais, c'est pas faux. Et alors ? Je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale. Passion médiéviste, des rencontres. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Rencontres de Passion médiéviste. On n'est pas dans le studio habituel parce qu'en fait nous enregistrons pendant un événement de Podcastéo qui s'appelle L'île sous les pods. Et aujourd'hui je vous propose de découvrir encore un podcasteur, oui encore un podcasteur parce qu'en fait j'ai cherché tous les podcasteurs qui avaient un lien avec le Moyen-Âge autour de moi et j'en ai encore trouvé un. Aujourd'hui je vous propose de rencontrer Winston. Bonjour Winston. Bonjour Fanny. Alors de ton vrai nom tu t'appelles Baptiste Mossière, tu Oui. as un podcast, enfin tu as plusieurs podcasts, Ouais. donc tu as Backlog Oui, et tu as Pod Monstre Trésor. tout à fait. C'est quoi ces podcasts ? Alors Backlog, c'est un podcast sur le jeu vidéo où on parle de jeux qui ont entre 7 et 2 ans. On joue avec un peu de retard. Voilà. on est avant le rétro et avant la hard news. Et Pod Monstre Trésor. Pod Monstre Trésor, c'est un concept particulier. Je suis avec mon collègue Fonds avec qui chez Backlog et Gawen, qui est la nouvelle venue dans l'équipe. On fait des livres dont vous êtes le héros. Donc on part du chapitre 1 et on a un héros, on joue à 3, donc on prend la décision à 3. Et le but c'est d'aller à la fin du livre. Et on a 1 heure pour moins mourir, ouais, voilà. Et aujourd'hui, je te reçois parce qu'en fait, il se trouve qu'il y a quelques années, tu as fait un master en archéosciences et en géo-environnement. Je pense que tu es le spécialiste le plus pointu qu'on a jamais eu dans ce podcast. Merci. Tu as travaillé, on va le voir, sur le Moyen-Âge, Ouais, en participant à des fouilles sur des mines du Moyen-Âge. tout à fait. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste un master en archéosciences et géo-environnement ? Alors un master en archéosciences et géo-environnement, c'est pour changer du parcours habituel où il y a master antique, proto et compagnie. Là en fait c'était une volonté de créer des ingénieurs en archéologie. On est formé à tout domaine, scanner du sol, tout type de scan, géologie, dendrochronologie, on fait de l'anthropologie funéraire aussi. Donc en gros, quand on sort de ce master de 2 ans, on est capable de tout faire à la sortie. De la géologie de l'étude des sols jusqu'à l'étude des corps ou des objets. Et pour toute période confondue ? Oui, c'est parce que c'est des techniques, c'est de la technique globale. Après, chacun vient d'un autre master. La plupart du temps, on a déjà une spécificité qui nous permet d'embrayer sur... moi, c'était l'antique à l'origine, la proto-histoire et la période antique tardo-républicain, plus exactement. C'est-à-dire ? C'est la période de la guerre des Gaules. Je travaille en proto-histoire sur l'Athènes des deux, donc juste avant la guerre des Gaules. Et j'ai une petite spécialisation aussi sur la période d'après, tardo-républicain, qui est juste après la guerre des Gaules. Donc c'est une période de 50 ans en archéologie. Donc pourquoi tu as voulu faire ce master-là ? Parce que à l'université de Bourgogne, là où j'étais, c'était congestionné sur les autres masters. J'étais sur un master antique de base qui était un peu en roue libre. Et puis un jour, mon directeur qui a pris sa retraite, qui s'appelle Jean-Paul Guillaumet, qui donnait des cours au Louvre, m'a dit laisse tomber, toi tu feras jamais une thèse, t'es fait pour faire du terrain. Fais ça, ce sera plus dans tes capacités, dans ton envie de faire du terrain non-stop. Et c'est vrai que je me suis bien éclaté à faire ça. Puis j'ai appris plein de trucs. Et dans le cadre de ce master, tu as fait un travail sur des recherches archéologiques menées de 2007 à 2011 sur des exploitations minières, alors du très haut Moyen-Âge, donc voire Antiquité tardive, comme tu disais, et donc jusqu'au bas Moyen-Âge, donc dans la Haute-Vienne. Oui. Et tu as travaillé sur un site qui s'appelle le Repère de Volery. Déjà, est-ce que tu peux nous décrire ce site de fouille ? C'est un trou perdu dans une forêt. C'est nulle part, en fait. C'est vraiment nulle part. C'est à la croisée de 2 routes communales, dans un terrain privé. D'extérieur, maintenant, ça ressemble à une sapinière et une forêt en friche. Et c'est juste que, vu les trous qu'il y avait dans le terrain, on s'est douté que c'était des mines à ciel ouvert, donc des minières, des open fields. Et donc, on a fait une demande pour rouvrir cet endroit-là. Vous aviez repéré cet endroit ? Oui, en fait, on est 3 à travailler sur ce site. Et ma collègue Mélanie Mercola, qui, elle, faisait une thèse sur les mines d'étain en Europe occidentale, à l'université de Toulouse, donc, avait fait une cartographie de toutes les minières en Haute-Vienne.
Et elle avait pris un exemple concret dans les monts de Blon, qui est juste à côté de là où on fouille. Et donc elle avait fait sur 2 ans le catalogage de toutes les mines, en se baladant à pied pour les marquer sur une carte. Voilà, donc on avait demandé à ouvrir plusieurs endroits et c'est celle-ci qui a été ouverte. Et qu'est-ce que vous cherchiez en fait en fouillant là ? Alors, la patronne de ma collègue qui travaille sur les mines d'or cherchait des mines d'or. Nous, on cherchait des mines d'étain. Et on était possible à croire que c'était du gaulois. Notre grande chef pensait qu'on allait fouiller une mine d'or gauloise. Et on s'est retrouvé avec une mine d'étain du Moyen-Âge. Et c'est moins bien ? C'est surprenant. Pourquoi c'est surprenant ? C'est surprenant au niveau de l'époque parce que la Haute-Vienne et le Limousin en général est surtout connu pour les mines de l'époque gauloise. Quand tu vas à Limoges par exemple, que tu dis à quelqu'un que tu travailles sur les mines, on va te dire « Ah, c'est les mines d'or des Gaulois ». Parce que c'est très connu, parce qu'il y a eu la Cogema dans les années 80 où ils faisaient des mines d'uranium. Et donc il y avait eu des fouilles, déjà à cette époque-là, des fouilles archéologiques sur des mines d'or. Donc on leur a beaucoup parlé des mines d'or et des Gaulois. Donc ça fait écho parce qu'il y a un gros oppidum qui est à côté de Limoges qui s'appelle Villejoubert, qui n'est pas fouillé parce que c'est le plus gros de France. Voilà. Et donc c'est une zone de gravitation de l'or à l'époque gauloise. Et donc quand on est tombé sur le Moyen-Âge, c'était surprenant. Mais l'étain, c'est ce que nous, on cherchait. Parce que c'est vraiment pas connu en France. On pense que l'étain vient des Cornouailles. Il y a ce qu'ils appellent la route de l'étain qui part des Cornouailles et qui fait toute la France, enfin la partie ouest. Et en fait, l'étain, ça se déplace très mal. Parce que ça ne supporte pas le chaud, ça ne supporte pas le froid. Donc on sait que c'est des extractions locales. Et donc là, on était content d'en trouver une sur la région de Limoges, quoi. On fait quoi avec l'étain ? On fait des émaux. Les émaux, au Moyen-Âge, c'est les émaux champ levé, si ma mémoire est bonne. En gros, c'est tu fais un émaillage sur des plaques boucles. Par exemple, les Mérovingiens, ils aimaient bien faire des boucles de ceinture étamées. Donc là, c'était vraiment de l'étain argenté. Et pour les émaux, c'est un peu plus tardif où tu fais de l'émail et l'étain fait le blanc, la couleur blanche. Voilà. Et donc, c'est beaucoup utilisé. Comme on dit en blague d'archéologue, les Romains, leur plastique, c'est le bronze. Et au Moyen-Âge, leur plastique, c'est les émaux, l'étain, les trucs comme ça. Vous aviez fait un article pour parler de ces fouilles et Ouais. en fait, ce qui m'a beaucoup intéressé au début, donc comme tu le disais, que c'était un site un peu caché. Vous n'étiez pas sûr que c'était ça au début ? On savait pas. Ça pouvait être tout. Il y a même des gens qui pensaient que c'était des carrières de pierre. En fait, quand on prospecte des mines à ciel ouvert en France ou même ailleurs, en fait, ça ressemble à des trous d'obus. Il y a des gens qui pensent que c'est des trous de la Première Guerre mondiale, des trous d'obus. Donc ça ressemble à rien. Et tant que t'as pas ouvert, tu sais pas ce qu'il y a dedans, tu sais pas ce que ça va donner. La profondeur aussi, si ça part en galerie, si ça part pas en galerie, c'est particulier. Parce que je me disais quand même, comment on peut oublier ce à quoi ça servit ? Pour le Moyen-Âge, c'était juste il y a quelques siècles. Oui. Comment on a pu oublier ? Nous, en archéologie, on dit que l'homme a une mémoire à court terme de 100 ans. Sur un paysage, un trou au bout de 100 ans, on sait plus ce que c'est. Ça peut devenir au bout de 200 ans une fontaine aux fées, un trou à poubelle. Les mines à ciel ouvert sont beaucoup utilisées en poubelle. Moi j'en ai prospecté en Bourgogne parce que je suis de Dijon, et dans le Morvan il y a des énormes trous et en fait les gens ils jettent leurs bagnoles, leur télé, c'est des poubelles pas des géantes. poubelles médiévales, en fait, non, des poubelles actuelles. Hein. Non, mais même, par exemple, les Gaulois utilisaient les mines en poubelle d'époque. Et moi, j'ai fait mon premier master sur une poubelle géante. En fait, c'était une minière qui avait été remplie par des artisans bronziers. Mais il n'y avait aucune trace dans les archives de ce que c'était, de l'exploitation technique. Malheureusement, non. C'est là aussi où on avait un gros souci, c'est qu'on n'a rien au niveau des textes. Pourtant, on est entouré de plein de choses à Limoges. Au niveau Pourtant, des le bas textes, Moyen-Âge, il y a beaucoup d'archives, en fait. Il y a beaucoup d'archives. On a travaillé avec des historiens, parce que de base, nous, on vient de l'archéologie et de la période plutôt gauloise. On se retrouve là-dedans, et on n'a aucune source écrite. Et les historiens ne savaient pas du tout où on était. On ne sait toujours pas vraiment à qui appartient le domaine, si c'est genre à des évêchés, au roi, pas au roi. On ne sait rien du tout. On a juste la notion d'un chevalier, un chevalier de Volery, donc qui est le petit village juste à côté du repère, et c'est tout. On ne sait même pas si les mines lui appartiennent. On a réussi à refaire l'arbre généalogique du chevalier de Volery, donc qui normalement les terres lui appartenaient, donc on a essayé de voir où ça allait.
Et c'est très 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 compliqué. En plus, la révolution dans le coin, ça a brûlé beaucoup de choses. C'est vraiment une mémoire perdue. On n'a vraiment pas de bol. Alors, une fois que le site de fouille a été identifié, vous avez commencé à vous mettre en place, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez juste creusé ou c'est un peu plus compliqué que ça? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des mines qui se suivent. Il y a plusieurs trous, les uns à côté des autres, ça fait un chapelet de mines. Parce que les hommes, quand ils arrivent, ils voient par exemple de l'étain natif, donc ce qui affleure sur un caillou. Donc ils vont faire un petit trou pour savoir s'il faut qu'ils creusent, ou alors ils vont un peu plus loin. Donc ça fait des mines qui se suivent. Et donc on a pris une mine de taille moyenne, on va dire, parce qu'on n'avait que 2 semaines pour faire la fouille de la moitié de la mine. Donc c'est plutôt assez court, donc tu prends pas la plus grosse, tu prends la moyenne. Et donc on a ouvert la mine en 2 et on a fouillé un peu sur les pourtours de la mine pour voir s'il n'y avait pas un atelier de concassage de minerais qui était juste attenant. La première année on a fait que ça, et quand t'as que 15 jours, vider une mine ça prend du temps. Vous étiez combien? Avec nos étudiants on devait être moins d'une dizaine à l'époque. Et moins d'une dizaine pour déblayer toute une mine, Ouais. c'est suffisant? Non, c'est jamais suffisant. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? Alors la première année on n'a pas eu de bol parce qu'il n'y avait pas grand chose, et sur les pourtours de la minière il n'y avait pas grand chose non plus. Il y avait des chemins, c'est ça que Il y vous avait avez des chemins, et coup de bol c'était sur un programme, on avait 3 ans, on avait 3 sessions de fouilles. Donc la première année chou blanc, la deuxième année on s'est agrandi, et puis oui il y avait des chemins creux qui partaient d'une minière. Comment on identifie un chemin? Parce qu'en fait ça se voit dans les paysages. Un chemin creux c'est comme... je sais pas si tu regardes un peu les sports de glisse, un pipeline. Tu vois un pipeline Oui, à peu ça près. fait une sorte de U. Et ben là, Ouais. il faut imaginer qu'un chemin creux, c'est pareil, mais avec de la terre. C'est un U de terre, et au centre du U, c'est un chemin. Et il y en avait 3 qui partaient depuis nos mines et qui allaient plus haut dans la montagne. On a trouvé d'autres trucs plus haut. Voilà. Et donc, ils étaient déjà présents ou Ils vous- étaient déjà présents, et ça peut pas être colmaté dans le paysage. En plus, c'est des chemins qui sont utilisés pour la chasse, donc ils sont toujours utilisés. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont entretenus par l'homme d'une certaine façon. Et quand est-ce que vous avez commencé à identifier donc que c'était pas des mines gauloises, mais plus des mines qui ont été utilisées au Moyen-Âge? La deuxième année, quand coup de bol, dans les derniers jours, c'est toujours comme ça en archéologie, tu penses qu'il n'y a rien, et le dernier jour il pleut, tu fais un trou, et on est tombé sur un trou de poteau. Quoi? Les trous de poteaux, en fait, c'est les trous que tu creuses dans le sol pour mettre des poteaux. Les poteaux Oui. pour les habitations, voilà. Et c'est souvent plein de petits trésors, genre de la céramique qui sert de calage ou quoi que ce soit. Et là-dedans, de mémoire, on avait de la céramique, et on a fait une datation par thermoluminescence. Par quoi? Thermoluminescence. C'est un procédé qui te donne la date de fabrication, en gros. C'est comme le carbone 14 pour les os. Et donc là, c'était de quelle époque? Et là, on est tombé sur du haut Moyen-Âge. Je me souviens plus exactement, ouais, mais on était en plein mérovingien, et c'est là qu'on a déchanté en disant mais on connaît pas du tout cette période-là. Ah. Donc on a sorti nos livres, et puis on a commencé à escalader la colline, quoi. Et donc l'année d'après, vous avez commencé à un petit peu plus vous intéresser. Ouais, on a commencé à fouiller plus, parce que trouver un trou de poteau dans les derniers jours, on a ouvert au max sur le bord de la deuxième minière, qui était la plus grosse du secteur. Et on a commencé à trouver ce qui pouvait ressembler à une aire de concassage de minerais. Donc c'est juste vraiment à la sortie de mine. Tu recules, tu tombes dans le trou de la minière. Donc oui, il sortait le quartz dans lequel est bloqué le minerai. Donc tu concasses le quartz et tu récupères juste le minerai de base, quoi. Et donc on est tombé sur tout ce qui permet de passer du caillou à un lingot. Il y avait ce qu'on appelle un sluice. C'est un canal où tu mets de l'eau, tu mets ton minerai, et par gravitation ça filtre le caillou du minerai. Voilà. Et il y avait des fours aussi, des fours enterrés, et ça c'était une première en Europe aussi. Ah ouais? On n'avait jamais vu ça. C'est des fours, ça a une forme de diamant, et c'est un énorme trou qui est creusé dans le sol, qui se finit en entonnoir, et en fait ça permet de réduire le minerai, d'en faire un liquide qui va devenir un lingot d'étain. Et on n'avait jamais vu ça, parce que d'habitude les fours sont posés directement sur le sol, et là c'est un four dans le sol. Et est-ce que vous avez commencé à ce moment-là à demander de l'aide à des personnes plus spécialisées dans le médiéval? On a commencé à demander de l'aide. Le problème, c'est qu'on était dans une région où c'est très compliqué, il y a peu d'archéologues, et les médiévistes sont déjà pas mal chargés. Et après, il y a des combats d'ego, mais ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, on était les petits jeunes qui débarquaient d'ailleurs, en plus.
Mais ouais, voilà. On a eu des coups de main, des grands pontes de l'archéologie du coin, mais ils étaient un peu perdus, parce que nous, on leur parle de mines, et eux, ils viennent pour voir du Moyen-Âge, et donc ils tombent sur 4 trous de poteaux et des énormes trous, quoi. Donc ça leur parle pas du tout, c'est surtout ça. Toi, quel a été ton rôle pendant ces fouilles ? Alors moi, mon rôle, c'est le rôle que j'ai toujours eu en archéologie, j'étais chargé de secteur. Je faisais le tampon entre le chef et les fouilleurs. Et j'étais sur un secteur déterminé, et tous les jours, c'est une sorte de contremaître. Tu arrives, tu dis voilà, aujourd'hui on fait ça. Et tu fais en sorte que tout se passe bien. C'est toi qui tapes une partie des rapports, enfin les rapports de ton secteur, qui fait les dessins, qui gère tout. Et après, tu filtres avec le chef pour écrire le rapport, le dossier, les trucs comme ça. Voilà. Et tu creusais pas, toi ? Si, je creuse beaucoup. D'ailleurs, je me suis cassé le physique toutes ces années. Je me suis fait les 2 genoux, je me suis fait le dos. Je suis resté bloqué dans un éboulement une fois. Quoi ? Dans une mine souterraine en Roumanie. Mais bon, ça, c'est rigolo. Il y a une paroi qui nous est tombée dessus. Puis en archéologie, on prend pas soin de nous. On est tout le temps à 4 pattes dans la terre, sur les cailloux, donc on se pète les genoux, quoi. Donc, voilà. Les genoux, les poignets... on est vieux avant l'heure. Non, et puis en plus, moi j'avais beaucoup d'étudiants et j'ai eu le plaisir de former des jeunes à l'archéologie. Mais tu étais en master ? Ouais. Et tu formais des gens ? Ouais. J'ai commencé à former des gens, j'avais 16 ans sur des chantiers études. Mais c'est pas commun quand même comme... J'aime bien prendre des responsabilités et c'est vrai que j'étais pas mal bon dans ce que je faisais, à part dans le dessin archéologique où j'étais plus une perche quand c'était du dessin, vraiment un malvé comme ça. Mais ouais, j'ai vite appris à former des gens. C'est facile de lire le terrain, enfin de regarder le sol et de savoir ce qu'il y a dedans. Moi, ça m'a toujours paru simple. Donc j'ai formé des gens rapidement. Une fois que vous avez bien identifié donc, ce sur quoi vous étiez, comment ça s'est passé ? Alors après, on a augmenté parce qu'on a voulu quand même vérifier ce qu'il y avait sur les chemins. Et en arrivant en haut des chemins, juste en se baladant, on est tombé sur ce qui ressemblait à une enceinte pas vraiment fortifiée. Enfin, il y avait un carré qui était visible dans le paysage. Il y avait des arbres plantés vraiment au carré. Et on voyait des petits fossés. Et donc on s'est dit, mince, on se retrouverait peut-être avec une enceinte. Donc on a commencé à fouiller ça. Et il y a des murs qui sont apparus petit à petit. Ah ouais ? Ouais, donc on n'est pas dans une mode forte, on n'est pas dans un fortin, dans une basse-cour, dans tout ce que tu veux. On ne sait pas trop, on est dans une zone... cabane de chantier Ouais, une cabane de chantier géante. Moi, on a toujours pensé que c'était du travail saisonnier, donc c'était une sorte d'algéco saisonnier, de cabane de chantier géante où les gens ils viennent genre l'été pour travailler et ils sont pas loin de la mine. Voilà, ça leur fait un endroit pour s'abriter et puis pour vivre, tout simplement. Et comment s'est finie la session de fouille ? Sur beaucoup d'interrogations. Parce que des interrogations qui viennent du service régional d'archéologie, par exemple, quand ils lisent les rapports, ils nous disent oui, mais vous êtes vraiment sûr ? Ça, c'est vraiment la question. Vous êtes vraiment sûr ? Alors nous, on est des jeunes. Mélanie, donc ma collègue qui avait sa thèse pour le SRA, elle était toute jeune. Pourtant, là, 35 ans, on lui dit « Vous êtes vraiment sûre, mademoiselle ?» C'est le dédain total. Nous, en tant que collègues, on était pas sous-diplômés, mais voilà, on était... un autre de mes collègues, il était en début de thèse, puis finalement, il a abandonné. Moi, je venais de finir mes masters, je n'avais pas envie de continuer. Donc, on était vraiment les petits bleus. Et on nous a pris pour des cons. Voilà, c'est pas plus simple que ça. De toute façon, en histoire, on n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr. Le problème, c'est que vu qu'on a pas mal fait de datation et au niveau de la géologie, on sait quel minerai on tape. Parce que de l'or, c'est pas de l'étain, ou c'est pas de l'argent, ou c'est pas de l'uranium, ou quoi que ce soit. Donc on sait que c'est de l'étain parce qu'on l'a trouvé en roche dans le reste de la mine. Il y avait un filon qui était vierge d'extraction. Avec les datations, on a réussi à tout recouper et à caler sur 2 périodes d'extraction, une au Moyen-Âge et puis une reprise entre le 11e et le 15e. C'est plus tardif, puis c'est plus échelonné dans le temps. Ils viennent, ils repartent. Comment vous savez ça ? Parce que tu as plein, quand tu fouilles, en fait, ça te fait un millefeuille de terre. Et plus tu descends, plus tu sais que, ah tiens, là on trouve un pot cassé avec des clous et quelques trucs, tu sais que là il y a quelqu'un. Tu descends un petit peu de quelques centimètres, tu retrouves autre chose, mais qui n'est pas de la même époque. Donc tu sais que sur une ère, on va dire, de
4 mètres carrés, tu peux avoir des dizaines de personnes qui passent à 50 ans de différence. Vous avez creusé à combien de profondeur ? Bah, pas tellement, parce que le sol se décompose très finement. Tu as des sols où, on va dire, sur 4 mètres de profondeur, tu peux avoir des centaines et des centaines d'années. C'est des sols très fertiles où ça crée beaucoup de terre. Et là, les sols miniers, vu que c'est des sols qui sont très pollués, qui sont très très morts, on va dire que sur 3 cm, tu peux avoir 600 ans. Donc c'est fin. Hein. Non, mais là, sur 15 cm, on avait tout ce qu'on voulait. Ah oui, donc ça, vous n'avez pas eu à trop creuser. Non, on plus, avait. quoi. Bah, de toute façon, après, on était sur ce qu'on appelle le sol géologique, c'est-à-dire qu'on est sur le caillou mère. Tu peux pas aller plus loin. Si t'es plus loin, c'est que t'es con et que tu creuses au marteau-piqueur. Donc le travail de fouille en tout a duré combien d'années ? On a fait 4-5 ans, j'arrive même plus à savoir parce que c'est vieux. On a fait une reprise en 2015, histoire de dire. C'était notre dernier coup d'éclat. On a ouvert le plus gros trou qu'il y avait. Mais le problème, c'est qu'on a dû faire une dépollution avant. Parce que là, comme je te disais, c'était vraiment considéré comme une poubelle. Donc avant de pouvoir fouiller, on a enlevé 5 mètres de télé, de cartouches. D'amiante, il y avait un tracteur, les gens ont balancé tout ce qu'ils avaient dedans. Parce qu'on est à côté d'une maison d'une grande famille noble, et en gros, pendant 200 ans, on va dire que les serviteurs venaient balancer les restes de vaisselle pétée, les cartouches de la chasse, les trucs comme ça. Ah oui, quand même. Ouais, donc on a dépollué, puis après on a attaqué, et puis on s'est retrouvé sur un trou sans fond. Enfin, un trou sans fond pour nous, hein. C'est une minière. La minière est tellement grande que la partie qu'on a attaquée devait être trop loin du bord, et ça s'enfonce trop profondément. Et rien qu'avec une pelleteuse, le bras mécanique, au bout d'un moment, il est trop dangereux. Enfin, c'est trop dangereux pour lui de continuer à creuser. Mmh. Et là, on était 3, parce que c'était un sondage exploratoire pour préparer quelque chose par la suite. Et le par la suite, on le fera jamais, je pense. Ouais, tu voudrais jamais y retourner ? Non, c'est pas ça, c'est que on était 3, donc sur les 3, il y a ma collègue qui menait le projet, elle a eu 2 enfants coup sur coup, et en plus la recherche archéologique l'a lessivée, donc elle a fait un burn-out et tout. C'est le problème de beaucoup d'archéologues, ça se finit souvent dans les larmes. Donc elle a dit qu'elle reviendrait, mais en bénévole, elle veut plus en faire son métier. Moi, c'est compliqué depuis aussi cette période. J'ai fait d'autres choses, voilà, parce que je trouvais plus de boulot aussi dans ma région, donc ça m'a un peu dégoûté. Et puis j'ai notre dernier collègue qui lui a réussi, il travaille dans le service régional archéologique. C'est notre fierté. C'est celui qui a réussi, voilà. Et donc il a d'autres choses à faire que de retourner en Limousin pour creuser une mine. Quel bilan tirer de ces fouilles ? Qu'est-ce que vous avez eu comme résultat et qu'est-ce que ça vous a appris sur cette mine ? Alors, ça nous a appris que, déjà quelque chose qu'on savait pour les Gaulois, c'est que même à l'époque, ils travaillent sur un cycle court. C'est-à-dire que t'extrais et tout de suite tu casses ton minerai à cet endroit-là pour avoir un produit semi-fini. Tu t'amuses pas à trimballer comme on fait maintenant sur une mine à ciel ouvert. Tu charges un camion et puis tu vas concasser ton minerai à 10 km de là. Non, là c'est vraiment du cycle très très court. Qu'est-ce qu'on sait aussi ? Par exemple, les fours qu'on a trouvés, c'était la première fois qu'on voyait ça. On nous a dit, ouais, mais c'est de l'inédit, c'est chiant. Donc, malheureusement. Ouais, Comment ouais. ça ? Il y a quelqu'un dont je ne citerai pas le nom, au service régional d'archéologie, qui nous a dit, vous savez quoi, l'inédit, il y en a de partout, donc c'est pas succulent. Vous aviez trouvé quelque chose de nouveau, ouais. Et on dit non, mais en fait, on trouve du nouveau tous les jours, ça n'a pas d'intérêt. C'est chiant parce que tu vois, il n'y a pas de source écrite, c'est chiant, voilà. Ça bloque en fait l'histoire. Ça bloque, ça bloque la recherche des personnes comme ça. C'est des gens qui bloquent comme ça parce que on va dire que des gens qui sont très bien installés en archéologie, au pire, quand ils disent ça, ils te dégoûtent, puis tu t'en vas et puis eux ils récupèrent le dossier. Et puis l'inédit, il est pour eux. Donc il n'y a pas que ça en histoire, il y a aussi ça en archéo. Il y a aussi ça en archéo, beaucoup en archéo. Non, puis surtout ce qu'on a réussi à prouver, c'est que l'étain, il y en a en France et il n'y a pas besoin d'avoir cette dite route de l'étain qui vient des Cornouailles et qui traverse toute l'Europe, quoi. Non, on sait que par cet exemple et par d'autres, vu qu'on a toutes les mines qui sont sur un rayon de 10 km², on a des dizaines et des dizaines de mines, on sait qu'on a un complexe minier super important. Et que ça a dû être repris à plusieurs époques. Il n'y a aucune mine qui est encore active aujourd'hui ? La dernière mine, elle était juste à côté de la nôtre. C'est pour ça, nous, quand on faisait les journées portes ouvertes, c'était ce qu'on disait, c'est qu'on avait pratiquement, à demi-mot, 2000 ans d'histoire, c'est que la dernière mine a fini après le STO. Le quoi ? Le service de travail obligatoire qu'on a imposé pendant la Seconde Guerre mondiale, où en gros, on demandait à des gens de venir dans la mine du coin, et ils extrayaient du tungstène. Bon, c'est proche de l'étain.
Ça se trouve avec l'étain, et le tungstène, ça permet de faire du blindage. Et c'était donc l'extraction de tungstène pour le blindage des Panzers allemands. Et c'était la dernière mine du coin. Et on est à, c'est rigolo, cette mine du Esteo, et donc notre site, on est à 10 km de Radour-sur-Glane. Donc on est vraiment au centre de l'histoire, on est petit coin névralgique. Quel bilan personnel tu tires de cette expérience ? Oh, plein. J'étais content d'arriver un jour dans une forêt. C'était un matin, on avait un thermos de café, une pelle mécanique. On était 4 et puis 2 étudiants. C'était le premier jour. Il pleuvait des cordes. On avait un mini trou et on s'est dit, bon, allez, on va s'y mettre. Et puis, 5 ans après, t'as l'histoire du coin qui se fait. Et en plus, on se trouve sur une période historique qu'on connaît moins. Et on commence à découvrir aussi l'histoire de la région à l'époque médiévale, qui est vachement intéressante. Ça ouvre les yeux sur une période et une zone géographique qu'on ne connaissait pas. Et après le master, qu'est-ce que tu as fait ? Après le master, j'ai été ingénieur en archéologie. J'ai travaillé quelques années et puis un jour, ça s'est arrêté. Parce que tu trouvais pas de parce travail ? Que je trouvais pas de travail, parce qu'on s'est pris la crise économique en pleine gueule, qu'en France, une partie de l'archéologie a été privatisée et qu'il y a des grosses boîtes d'archéologie préventive privées qui sont mises en place. Et c'est à celle qui coulera en premier. Et donc elles sont toutes en train de crever petit à petit, parce que l'archéologie en France, l'archéologie préventive, quand on fait une autoroute ou un parking, ça marche par appel d'offres. Donc c'est celui qui mettra le moins d'argent sur la table. Donc il payera le moins ses archéologues, il travaillera le plus vite, dans des conditions de merde. Et donc il y a tout qui est en train de s'écrouler. Et moi je voulais plus participer à ça. Ça me faisait mal au cœur. Mais pourtant c'est indispensable. C'est indispensable, ouais. Donc il faudra toujours qu'il y en ait quand même. Pas forcément. Mais donc ça veut dire qu'on risque de passer à côté de plein de choses historiques, de plein de connaissances. Ouais. Et ce qui est dramatique, moi je le vois ça, je passe mon temps à ronchonner contre le BTP, c'est quand je vois des gens qui détruisent des bâtiments du 19e ou du début du 20e. On est en train de perdre un patrimoine en ce moment, qu'on dit, ouais, mais même par exemple en archéologie, on dit beaucoup ça. Ouais, c'est du moderne, on s'en fout. Et il y a des parties complètes qu'on est en train de raser et d'où on perd la mémoire archéologique, la mémoire du bâti. On casse des vieilles usines, des bâtiments du 19e, parce que c'est moche. Puis que c'est pas vraiment historique, tu vois. Pour l'instant. Mais pour l'instant. Mais maintenant, en ce moment, on est en train de les perdre parce qu'on change. La trame urbaine change en ce moment. Et donc on perd beaucoup de choses. Mais est-ce que tu conseillerais quand même quelqu'un qui s'intéresse à ça, de se lancer dans des études d'archéologie ? Oui, c'est passionnant. Par contre, prenez au sérieux la personne qui vous dira, moi on me l'a dit en première année, un vieux pompe de l'archéologie à Dijon, il est arrivé dans notre amphi de première année, à Dijon on était 90. Il nous a regardé, il s'est assis, il a dit, qui fait de la flûte ? On a été 3 à lever la main. Il disait, voilà, vous 3 vous réussirez peut-être, et sur vous 3, il n'y en aura qu'un seul qui sera archéologue. Tu sais que sur un amphi de 90, t'en as peut-être un qui sera archéologue. C'est vraiment très très dur, même quand je vois en histoire, déjà les gens qui passent l'agrégation, c'est déjà tellement une minorité par rapport aux gens qui sont en licence. Là, en archéologie, c'est encore plus C'est compliqué, plus difficile. C'est très compliqué. On tient beaucoup par le bénévolat ou par la passion. Il y en a pas mal qui font aussi des thèses ou qui poussent encore plus loin, genre postdoc, pour rester dans le game. Mais sinon, si tu fais comme moi j'ai fait, où je me suis arrêté au Master 2, ingénieur en archéologie, c'est compliqué en fait. Parce que tu te retrouves directement sur le marché de l'emploi et on est trop. C'était en quelle année que tu as arrêté ? 2015-2016, ouais. Et tu fais quoi maintenant ? Je travaille dans une école, je veux passer les concours de prof d'histoire, je pense. Voilà. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai travaillé dans la téléphonie mobile, je suis infographiste à mon temps perdu, je fais des affiches, des trucs comme ça, je suis podcasteur, je suis père au foyer, enfin voilà, je fais beaucoup de trucs, mais je m'éclate dans ce que je fais, voilà. Et tu continues à regarder un peu du coin de l'œil ce qui se passe en archéologie, en histoire ? Ouais, toujours. J'ai toujours des copains qui sont dans le milieu, donc on parle, on s'énerve, on parle beaucoup archéologie. Moi, quand il y a des travaux dans ma ville, je regarde ce qui se passe. En plus, je connais les gens qui font les fouilles dans ma ville, donc je leur passe faire coucou, quoi. En plus, à Dijon, c'est beaucoup du Moyen-Âge qu'on fouille. Donc je passe voir les copains. Ils me disent, oh, regarde, on a trouvé ça. Oh, c'est sympa. Et puis voilà.
Merci beaucoup Baptiste pour tous ces renseignements. J'espère que quand même les gens qui ont envie de faire de l'archéologie ne seront pas trop déprimés. Mais... Ah ouais, non, il faut pas. C'était un peu... Ouais, c'est peut-être parce qu'il fait pas beau aujourd'hui, j'étais moins dans le move. Si on est dans le nord de la France, c'est pour ça. Mais voilà, donc je conseille les auditeurs de te retrouver dans tes podcasts, donc Backlog et Pod Monstre Trésor, que j'adore. J'adore tellement, j'adore vous écouter. Et voilà, donc si vous les auditeurs, vous voulez en savoir plus, on mettra en description le lien de l'article que Baptiste avait fait avec ses collègues pour parler de leur site de fouille. On mettra aussi d'autres liens, j'en suis sûre. Et si vous les auditeurs, vous voulez en savoir plus en génération Moyen-Âge, donc il y a cette série Rencontres où on rencontre des gens qui étudient le Moyen-Âge par un biais ou par un autre, donc parce qu'il y a plein de façons d'étudier cette belle période. Puis si vous voulez des historiens, on va dire, plus classiques, qui font des études, disons, plus classiques, vous pouvez toujours retrouver tous les épisodes de Passion médiéviste. Et à l'heure où sortira ce podcast, oui, Passion moderniste sera sorti. Mais oui, ça sera sorti. Donc voilà, il n'y a pas que le Moyen-Âge dans la vie, même si c'est toujours le meilleur. Eh bien, je vous dis bonne journée ou bonne soirée, où que vous soyez, et puis à bientôt. Salut! Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.